3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric Venet de nous accompagner également. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance et Jeanne Asraf-Biton à nos côtés également, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT-IM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Obsession désinflation, donc c'est le thème qui reste à la une et qui risque d'y rester quelques temps encore. On est en pleine audition, témoignage semi-annuel de Jérôme Powell, hier devant le Sénat, cet après-midi devant la Chambre des représentants, avec une Fed qui avait trouvé un consensus et même une unanimité pour réduire le pas des hausses de taux de 50 en décembre dernier à 25 le 1er février dernier. Un mois après, ce consensus semble voler à nouveau en éclats dans la perspective de la prochaine décision attendue le 22 mars prochain. Jeanne, qu'est-ce qui explique cette situation ? Je ne dis pas que c'est un renversement total ou une révolution générale, mais on sent bien qu'il y a un peu d'inconfort et peut-être un peu d'impatience du côté de la Fed. Écoutez, les banquiers centraux n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont data dependent, donc ils évaluent les données au fur et à mesure qu'elles sont publiées, et on a vu une série de données qui, quand même, suggèrent qu'il y a des tensions qui se poursuivent à un rythme très supérieur à ce qui était attendu par la Fed sur le marché de l'emploi et sur les salaires. C'est vraiment les éléments importants. On a vu des révisions en baisse de la productivité très importantes au 4e trimestre aux États-Unis, et donc révision en hausse du coût unitaire du travail. On a vu aujourd'hui, c'était évoqué à l'instant, les enquêtes sur la dynamique. Alors c'est vrai que les offres d'emploi sont un peu moins nombreuses, mais il reste qu'en janvier, il y a 2 fois plus d'offres d'emploi vacants que de chômeurs aux États-Unis. Donc c'est une situation d'extrême tension sur le marché de l'emploi, et on a des indications dans ces enquêtes qui montrent que les tensions salariales se modèrent, mais on reste très au-dessus de ce que la Fed juge souhaitable en termes d'inflation salariale, compte tenu d'une productivité, même si elle remontait. Même si on remontait sur une productivité à 2... Normé, ouais, c'est ça. Oui, on peut pas avoir des hausses de salaire qui, a priori, sont plutôt de l'ordre de 5%, même si on a des indications comme quoi on devrait ralentir vers 4%. Donc, il y a un message qui en même temps n'est pas un message catastrophique. D'ailleurs, les marchés résistent bien à ce message. Il y a un message pour dire on continuera tant que ce sera nécessaire. On a entendu beaucoup le « quoi qu'il en coûte » quand il fallait sortir les économies de la déflation. À mon avis, on va commencer à l'entendre. Et c'est vrai que quand on regarde comment les marchés de taux réagissent, c'est difficile de ne pas escompter que les banquiers centraux vont resserrer jusqu'au point de ralentir la demande. Donc le truc no landing, déjà on oublie, et le soft landing, moi, ça me et le soft landing devient un peu plus challenging. Désolé pour tous ces anglicismes. C'était très, très intéressant cette semaine. On a eu, aux États-Unis et en Europe, on a eu M. Lane en Europe qui a fait un speech, et aux États-Unis, on a eu un update, une mise à jour des données de la Fed de San Francisco sur, dans l'inflation, qu'est-ce qui est lié à l'offre et qu'est-ce qui est à la demande. Et que vous regardiez l'eurozone ou les États-Unis, le schéma est le même. Dans les 2 cas, il n'y a pas de réduction ou de repli de la composante demande. La demande ne faiblit pas et elle est source d'inflation autant, voire plus. On a eu le janvier pour les États-Unis, plus qu'en décembre. Donc c'est quasiment moitié-moitié. Aux États-Unis, c'est un peu plus côté demande, mais bon, ça ne faiblit pas. Il va bien falloir qu'ils ralentissent la demande. Comment on explique, 12 mois après la première hausse de taux de la Fed, avec quand même un choc monétaire d'une intensité, d'une rapidité historique tout au long de l'année 2022, comment on explique que la Fed soit encore pas totalement confortable avec ce qu'elle voit dans l'économie américaine? Je pense qu'ils y font souvent allusion, ils le disent. Alors, on pourrait déjà dire qu'en général, il faut 12 à 18 mois
pour que les hausses de taux se répercutent. Elles se répercutent relativement fortement dans l'immobilier aux États-Unis, qui est un secteur par définition très sensible au taux, mais l'élément qui reste très très fort et beaucoup plus fort qu'attendu, c'est le marché de l'emploi. Et on ne peut que penser aux effets post-Covid. C'est-à-dire qu'il y a une inertie, on va dire. Alors, est-ce que les entreprises qui ont eu beaucoup de mal à recruter craignent tellement que voilà, mais vous regardez les enquêtes en Europe, c'est pareil. En janvier, les enquêtes disent que le principal frein à l'activité, c'est la difficulté d'embauche. Ouais. Partout. Donc, on se dit que c'est quand même lié aux effets Covid qui ne sont pas résorbés. Et donc, en fait, comme on n'a jamais eu de précédent, très difficile pour les banquiers centraux de trouver... Il n'y a pas d'autre manière que d'être aussi data dependent, aussi court-termiste dans la gestion de la trajectoire de la politique monétaire. Il y a beaucoup de gens qui cherchent. Pour l'instant, personne n'a trouvé. Frédéric, alors sur l'ajustement sans fin du taux terminal, de la Fed, etc., c'est vraiment l'histoire qui se répète mois après mois. Et puis un point sur l'emploi et la construction. Effectivement, Jeanne évoquait donc les prix, les transactions, tous ces indicateurs du marché immobilier américain sont en très nette baisse, en très nette dégradation, sous le coup des hausses de taux, de la hausse des coûts d'emprunt, mortgage, etc. Il y a un truc qui ne bouge pas, c'est l'emploi. On est en plein emploi. Il n'y a pas une personne qui a perdu son emploi dans le secteur immobilier. On sait, historiquement, quand on a la baisse des permis de construire, il faut 18 mois pour avoir... Mais par contre, quand ça enclenche, ça peut enclencher vite. Et du coup, c'est un peu... La crainte qu'on a tous ici, finalement, c'est un peu l'effet cocotte-minute. C'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, et d'ailleurs le marché a plutôt retenu la tendance de la croissance, et on l'a vu dans le marché d'ailleurs, il était orienté croissance. Il a retenu qu'un mot, finalement au tout début, d'ailleurs, parce que le marché était même dans le vert, c'était la croissance, elle est plutôt solide. Et donc, on le sait, c'est des indicateurs qui sont assez différents, une croissance qui se tient, on est en plein emploi, des permis de construire qui sont en baisse. Moi, je regarde des choses assez intéressantes, c'est sur le fret, par exemple. Le prix du container, par exemple, a été divisé par 5. Il est au plus bas. C'est un container 40 foot, ça se paye $2,000, moins de $2,000. Ça valait plus de 10 000 il n'y a pas si longtemps. Sur le fret cargo aviation, on est à moins 15. Donc on voit quand même qu'il y a des composantes de croissance qui sont en train de s'évaporer. La question, effectivement, est-ce que ça ne va pas se retourner d'un coup ? On ne va pas avoir une dégradation de l'emploi assez rapide. On évoquait ce sujet avant notre intervention, mais je regarde les cartes de crédit aux États-Unis. Je sais que c'est quelque chose qu'on répète assez souvent, mais le taux de défaut sur les cartes de crédit est au niveau supérieur à 2009, au moment où on se parle, alors qu'on est en situation de plein emploi. Donc il y a un moment, effectivement, au risque d'avoir un impact sur la consommation, et on peut avoir quelque chose qui s'enchaîne assez rapidement. Donc oui, on est en zone un petit peu dangereuse, honnêtement. On voit que la Fed a du mal à contrôler tout ça. L'ajustement sur les taux, finalement, c'est 14 BP sur le taux terminal. Donc c'est un léger ajustement, c'est pas fondamental. C'est pour ça aussi que le marché n'a pas surréagi à cette nouvelle. Et sur la prochaine réunion de la Fed, je ne suis même pas convaincu qu'on ait 50 BP. Non, c'est pas défini. C'est les données qui nous diront, visiblement. J'aurais tendance même à dire qu'il va rester plutôt sur 25. Et éventuellement, après, s'il faut accélérer. Mais voilà, je pense qu'on reste quand même dans l'ajustement final de ce point de vue-là, parce qu'à chaque fois, on se dit ça, et puis tous les 3 mois, boum. Et là, on parle déjà de 6% maintenant. Ça y est, certains commencent ouvertement à évoquer la possibilité que ce soit pas 5, 5,25, 5,50, mais que ce soit 6. Et ça vous a pas échappé, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans les marchés financiers, c'est ce qu'on appelle la prime de risque aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des actifs non risqués qui sont 3 fois plus rémunérateurs que les actifs risqués. Aujourd'hui, quand on va regarder les rendements sur S&P, on doit être à 1,5, 1,6. Donc vous voyez tout de suite que la tendance aujourd'hui, donc on est sur du 10 ans, c'est vrai qu'on est en zone historiquement dangereuse. Alors, ce n'est pas du tout le cas en Europe, pour l'instant. Mais en tout cas, aux États-Unis, on est en plus sur la zone action, effectivement. Il y a une prime de risque action qui ne protège plus, là. Qui ne protège plus du tout. Ouais. Donc, il faut que le scénario soit plutôt... soit no landing, soit soft landing. Ça, c'est le sujet. Mais hard landing, ça, c'est clair que le marché ne peut plus, aujourd'hui, sur ce niveau de prime de risque, accepter... Encaisser un scénario plus dur que celui du soft landing. Tout à fait. J'entends.
Oui, avec une courbe de taux quand même qui atteint des niveaux d'inversion assez spectaculaires. Il y a plus de 100 points de base, je crois, entre le 2 ans et le 10 ans. 106. On en est à mesurer au point près l'inversion de la courbe de taux américaine. Bienvenue dans Smart Bourse. J'ai lu tout à l'heure qu'en fait, dès que vous avez plus de 100 points de base, entre le 2 ans et le 10 ans, vous avez une récession automatique au bout du mois. Donc, au bout de 8 mois. Oui. Donc on a 8 mois pour la récession. En fait, je voudrais revenir moi sur pourquoi il y a un décalage d'efficacité de la politique monétaire. Simplement, vous l'avez dit, c'est le Covid. Et on a tellement injecté de liquidités dans la machine que ça a un effet retardataire. D'un point de vue du consommateur, il avait de l'épargne à plus qu'en faire. Les entreprises, ils se sont gorgés d'emprunts à taux zéro, ou voire pas grand-chose. Donc, pour l'instant, c'est pas un problème de le financement. Et la demande était tellement forte, elle est toujours forte, que les entreprises ont accepté, d'abord, d'augmenter, de payer les salaires. Et ils ont répercuté les prix parce que la demande était forte. Donc, si on veut vraiment avoir une action forte, c'est où on casse la demande, mais c'est un peu compliqué de casser la demande tellement elle est forte aujourd'hui. Alors, elle va peut-être y arriver, effectivement, parce qu'une fois que cette épargne sera épuisée, qu'on remontera un petit peu dans le chômage et puis que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit finira par peser, il y aura... Mais la pression de la demande est quand même relativement forte. D'autant que au niveau de l'emploi, vous avez le taux de participation qui a baissé, vous avez eu une surmortalité du Covid, vous avez eu l'immigration qui a fortement chuté, donc vous avez un réservoir de main-d'œuvre très faible. Donc il y a toujours cette demande-là. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un environnement pour les entreprises moins sécure. C'est-à-dire que pour éviter qu'ils acceptent de payer des taux de salaire à ce niveau-là, en disant non, là je peux pas parce que jusqu'à maintenant j'ai un carnet de commandes très fort et donc j'ai accepté de payer parce que ça allait délivrer. Je peux pas me permettre de payer. En fait, c'est ça. Il faut avoir un message moins serein parce que là on est toujours tout va bien, ça continue. Donc l'idée c'est pour les politiques monétaires, c'est de créer cette incertitude au niveau de l'offre pour qu'il n'y ait pas cette transmission. Parce qu'en fait, l'inflation, elle a vraiment baissé dans un premier temps sur tout ce qui avait été impossible à obtenir. Le prix de l'énergie, il est au plus bas. Le prix du blé, là, aujourd'hui, il est au plus bas, c'est pareil. Donc, tout ce qui était à un moment donné que tout le monde veut, c'est redescendu. Par contre, les services, ça continue d'augmenter à la fois les prix, et parce que je peux faire augmenter les prix, parce que j'augmente les salaires. Alors, le débat est en train de monter sur la dynamique d'inflation, de ce qui génère l'inflation dans les prix finaux aujourd'hui. Jeanne, alors, certains avaient l'intuition d'une spirale prix-profit plus que d'une spirale prix-salaire. C'est quelque chose visiblement qui est en train d'être documenté. Même la Banque Centrale Européenne se penche sur cette question. Et c'est vrai que d'un point de vue presque microéconomique ou sectoriel, on constate que certaines entreprises, dans certains secteurs, alors de manière assez légitime, profitent de cet esprit inflationniste pour reconstituer des marges qu'elles n'avaient jamais pu vraiment reconstituer, par exemple en Europe, pendant une période de longue désinflation. D'autres, peut-être... profitent de cet esprit inflationniste pour augmenter leur niveau de marge au-delà des niveaux normatifs qu'on pouvait observer avant crise, en montant des prix finaux bien plus que ne nécessiterait la hausse des coûts d'entrée, Jeanne. Oui. Mais c'est pas une inflation tout à fait. Alors voilà, on l'a connu à beaucoup de. D'accord. Donc c'est pas nouveau dans le schéma inflationniste. Non. Et il est même arrivé quand on fait plus que compenser les prix d'entrée, les coûts d'entrée. Oui, c'est vraiment l'effet d'aubaine. À un moment où les entreprises peuvent le faire, elles pourront peut-être pas dans relativement peu de temps, quand le contexte sera moins favorable et qu'il y aura de la pression sur les salaires. Parce que ce qui est intéressant, c'est vrai qu'en Eurozone, on manque d'indicateurs de salaire. Mais la BCE nous a quand même donné des pistes et le speech de M. Lane est très complet à cet égard. Mais si vous regardez des indicateurs de Indeed qui regardent, ils sont intéressants parce que c'est les salaires des offres d'emploi. Je comprends. Et en fait, vous voyez... Pour attirer les candidats, Voilà, c'est combien... Voilà. Et ça, c'est un très bon indicateur. En fait, aux États-Unis, vous êtes à plus 6. En Europe, vous êtes à plus 4 ou plus 5.
Voilà, donc ça veut dire que elles savent qu'elles engrangent aussi potentiellement quelque chose. Donc rien. Et puis bon, c'est ce qui était dit à l'instant. C'est-à-dire que c'est bien pour ça que les banquiers centraux essayent de changer les conditions financières. Et les entreprises, alors ça se voit pas encore beaucoup, mais elles commencent un peu à trouver les conditions de financement un peu moins faciles. On voit un durcissement. Alors, il n'est pas très, très important, mais on commence à avoir un durcissement des conditions financières, justement, et qui vient, mais bon, c'est un effet de bête, mais dont on ne peut pas penser qu'il va être très durable. On le voit honnêtement dans à peu près toutes les enquêtes. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, on a beaucoup d'enquêtes sur les prix. Quasiment dans tous les secteurs, vous voyez les entreprises dire qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir monter leur prix de vente. Donc ça veut dire qu'elles sont dans cet état d'esprit. Ouais. C'est quand même un constat, y compris sur les enquêtes de février et mars. Donc ça, c'est... Mais bon, ça n'a qu'un temps. Mais oui, c'est ça, une hausse des prix de vente qui va plus loin que la seule compensation des salaires, de la hausse des salaires ou de la hausse du coût des entrants, comme on dit. Oui, alors c'est parce que parfois elles anticipent que le coût des entrants, qui a été parfois masqué... C'est en anticipation peut-être d'une accélération à venir des hausses de salaire. Quand on enlève les mesures de protection des États, le coût des entrants, il y a les renégociations au niveau des prix de l'énergie, par exemple, va apparaître. D'accord. Bon, on est sur des taux de marge records, de toute façon. Je vais vous donner une petite anecdote, si vous me permettez. J'étais chez un de vos confrères il y a quelques jours, et il y avait un grand chef d'entreprise coté qui a raconté une histoire assez intéressante. On lui parlait un peu de son chiffre d'affaires, record bien sûr, et il a annoncé plus de 25 de chiffre d'affaires, et qui expliquait, oui, mais en volume, c'est combien ? C'est 0. Mais votre industrie est très énergivore. Oui, non, mais nous, on n'a pas de souci. On est hedgé sur le prix de l'énergie. Donc, ça vous donne un peu l'effet quand même prix et d'aubaine qu'on a eu sur certaines industries, parce que faire monter de 25% des prix, ça passe un certain temps. Il y a des industries sur lesquelles vous pouvez continuer, notamment le luxe. L'élasticité des prix, j'ai du mal à y croire éternellement. Donc, c'est vrai que on a, par exemple, aujourd'hui, au moment où on se parle, les anticipations sur le marché, c'est une croissance de 6% des BPA. Donc, on est vraiment en Europe, on est à 0 sur les États-Unis, donc on est vraiment dans un scénario, effectivement, qu'on va maintenir des niveaux de marge relativement élevés, voire les améliorer, dans un contexte de croissance quasi nulle. Voilà, c'est vrai qu'on peut avoir, pour le coup, un petit revers de la médaille de ce qui a été pratiqué depuis quelques temps. On parlait, le prix du gaz a été divisé par 4 ou 5, beaucoup de matières premières ont dévissé. Je parlais tout à l'heure du fret, il a été divisé par 5 également. Donc, les justifications d'augmentation de prix, ça devient de plus en plus difficile dans l'industrie. Voilà. Ouais, ma question étant, que peut faire la politique monétaire quand justement une grande partie de la dynamique d'inflation, en tout cas une dynamique prépondérante, et c'est pour ça qu'elle resserre, pour les attentes. D'accord. Exactement. C'est vraiment ça. Pour ça qu'à chaque fois ils insistent sur les anticipations d'inflation. C'est bien de celle-là dont on parle. Des anticipations qu'on voit à nouveau en risque, notamment en Europe. Eric, je sais pas, je voyais, alors c'est des mesures de marché, des prix dérivés de marché qui peuvent bouger et le monde sur les marchés peut très vite évoluer, mais le 5 ans dans 5 ans en zone euro est à 2,5. D'ailleurs, pour la première fois depuis 2008, au même niveau que le 5 ans dans 5 ans américain. Le marché estime que 5 ans dans 5 ans, l'inflation aux États-Unis et l'inflation en zone euro seront au même niveau, qui est un niveau historiquement élevé pour la zone euro, 2,5. Ouais, alors c'est toujours le problème. C'est nouveau, ce phénomène, il avait été canalisé justement en 2022, et là, depuis quelques semaines, depuis le début de l'année, c'est une nouvelle forme de dérive, on va dire, ou de risque de dérive des anticipations d'inflation qu'on observe. Ouais, alors... Le problème, quand vous avez un taux, pour moi, il y a toujours... Ou c'est une conséquence ou c'est une causalité. C'est-à-dire qu'en fait, soit c'est la conséquence d'un flux de marché, soit il y a une signification réelle. Je ne suis pas sûr qu'on ait une inflation à 2,5 dans 5 ans. Enfin, à mon avis, on ne redescendra jamais à 2,5. Ça, c'est clair. Enfin, pour moi, c'est... À 2,5, c'est trop bas. C'est trop bas. 5 ans dans 5 ans. Ah oui, oui. 2,5, c'est trop bas. 5 ans dans 5 ans. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Okay. Non, parce que en fait, quand vous y avez goûté, à l'inflation, vous ne redescendez pas comme ça. En fait, le but, c'est
c'est d'arriver à une inflation qui soit stabilisée et qui corresponde globalement à tous les agents économiques. Et c'est pas de 5, à mon avis, vu l'état d'endettement, c'est plus. Hein, je sais pas, c'est 3 en tout cas de 5 à 5 ans, enfin bon. Je ne peux pas me projeter dans 5 ans, je ne peux pas répondre. Mais je ne me souviens plus, j'allais répondre à votre question. Mais, oui, l'ajustement, pardon. L'ajustement. Le problème, c'est que ça va pas être un ajustement linéaire. À un moment donné, vous acceptez plus de payer le café à ce cours-là. À un moment donné, vous acceptez, vous êtes sur la terrasse, toc-toc, peu importe le prix du café. Et à un moment donné, non, vous ne pouvez plus accepter une hausse. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et donc là, on verra le prix du café baisser ? Ouais. Non. Au comptoir ? Non, vous n'y irez plus. Non, c'est ça. En fait, c'est ça qui va. Alors, ça peut faire rire, si vous voulez. Mais c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, quand plus personne boira de café au comptoir, c'est-à-dire que le comptoir baissera. C'est le signal prix. C'est le signal prix, en fait. C'est pas une élasticité linéaire. C'est qu'à un moment donné, ça passe plus. Ouais, je comprends. Et en fait, il faut arriver. Quelque chose qui craque à un moment. Voilà. Et c'est ce qu'il faut éviter. Parce que là, du coup, vous changez plus. On s'en fout des 2,5. C'est que là, c'est 0. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à calmer la machine avant qu'on casse la dynamique de forte demande. Voilà. Et ça, on ne sait pas faire. Donc, pour ça que les entreprises, ils ont raison. Enfin, elles poussent. Jusqu'au jour où, là, je ne vois peut-être pas que j'augmente mes tarifs, parce que là, du coup, c'est plus... On a vu 0, c'est moins 10. Très en amont dans les chaînes de valeur, des boîtes qui commencent à dire « Ah, ça y est, je ne peux plus passer de hausse de prix, là. Ouais. Et pourtant, je suis un tout petit acteur, enfin, pas un petit acteur, mais le poids de mes ingrédients ou le poids de mes composants dans la valeur finale du produit est très, très faible. Et pourtant, là, ça y est, ça cale. Hein. Mais on est vraiment très en amont dans les chaînes. Et là, vous ne savez pas où on en est dans ce mouvement-là. Enfin, Jeanne, sur le prix du café, le 5 ans dans 5 ans aussi. Non, ça me faisait sourire parce que c'est une des choses qui a été marquante dans les prix, dans les données sur la consommation en France. Les dernières données qu'on a eues, c'est qu'il y avait une baisse de la consommation en volume alimentaire. Ouais, pas en valeur. Non, pas en valeur, oui, parce que volume. Trop cher à un moment donné. Voilà, c'était pour dire que oui, effectivement, c'est bien le cas. Alors après, le 5 ans dans 5 ans, ça se dérive du 5 ans et du 10 ans. Donc il faut un tout petit peu se méfier. Ce qui est très marquant, c'est qu'il y avait une forme de retard, semble-t-il, des anticipations de marché. Si on regarde à 2 ans ou à 5 ans, aux anticipations d'inflation, par rapport aux anticipations des acteurs économiques, des professional forecasters, de tout le... Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on rattrape. Donc c'est comme si vous voyez ça comme un rattrapage. Les break-even d'inflation commencent à rattraper. Maintenant, il faut se méfier un peu parce que ce sont des marchés, enfin tout ce qui est dans le dehors des break-even d'inflation, qui peuvent inclure des primes de liquidité ou d'illiquidité. Voilà. Je comprends. Et il semble qu'il y ait un peu c'est de pas un prix rattrapage. parfait, Non, mais c'est quand même une indication sur laquelle tout le monde a les yeux. C'est plutôt un rattrapage, mais c'est probablement ce qui peut inciter. Et en zone euro, 5 ans dans 5 ans, 2,5, au même niveau que le 5 ans dans 5 ans américain, c'est un monde normal demain. Je pense qu'ils seraient contents. D'accord. Enfin, je pense que Ils seront contents, la BCE, de voir le 5 ans dans 5 ans là, remonter violemment comme ça. Non, je pense que... Non. La remontée ne va pas plaire du tout. Donc ça, je ne dis pas. D'accord. Je dis que si on arrive à être sur une inflation à 2,50, ce sera une victoire. Ce sera une victoire. Je pense que tout le monde sera content. Comment on explique qu'il n'y ait pas de risque souverain à ce stade, alors que c'était un des risques majeurs il y a encore 9-12 mois en zone euro? Non seulement il n'y a pas de risque souverain, mais le spread Italie-Allemagne est pas loin d'être au plus bas. Enfin, on est à 180, on doit être à 10 points de base des plus bas, quoi. Alors, c'est vrai que quand vous regardez, c'est quelque chose de toujours assez étonnant, mais la flexibilité du PEP dans les réinvestissements n'a pas été utilisée depuis le mois d'août. Sans soutien, exactement, soutien des outils de la Banque Centrale Européenne. C'est surprenant. C'est en solo, l'Italie s'en sort toute seule. Alors, on pourrait avancer le fait que cette année, en tout cas, du côté des Allemands, les émissions sont très élevées. Et c'est une grande première. Donc, comme on réfléchit en termes de spread, c'est peut-être cet élément-là. C'est que le différentiel est bien moindre que ce qu'il a pu être les années antérieures. L'abondance d'offres de papier allemand... C'est énorme. Hein. Et surtout sur les premiers mois. D'où le Bund était rare. On ne trouvait plus de papier allemand. Vous pouvez plus en acheter. Une très forte... Non, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à front renversé. L'Italie va bien. La Grèce s'en sort de manière spectaculaire. Et je profite de le dire cette semaine, parce qu'il y a une interview du gouverneur de la Banque centrale grecque dans le FT qui dit 2023, c'est l'année du retour en catégorie investment grade.
pour un pays dont on se souvient tous ce qu'il a traversé depuis plus de 10 ans, l'Espagne, le Portugal. J'ai l'impression qu'il y a une petite surperformance quand même de la périphérie et qu'on retrouve d'ailleurs dans les indices boursiers, Frédéric, pour vous amener gentiment vers les marchés. Alors je pense qu'au moment où on se parle, l'Italie doit être le premier marché. Ah, le MIB, ouais, je pense, oui, je pense. 21% de hausse. Un des rares indices à battre le CAC. Donc alors aussi, il a souffert quand même en période électorale un petit peu de tension, donc il y a un rattrapage, la composition aussi avec du secteur bancaire aussi qui s'est revalorisé. Il y a quand même des beaux poids qui ont aidé cet indice à se redresser. Et on voit par exemple que les bancaires, même françaises, ont quand même un beau parcours. Donc parler des indices, c'est mettre de côté quelque part les secteurs sur lesquels ils sont vraiment situés. On a vu par exemple en Angleterre la composition matières premières, financières aussi être quelque chose qui pouvait être à un moment donné favorisé, malgré les tensions politiques qu'on a eues en Angleterre. Donc qu'est-ce que je voulais dire en fait ? Non, mais c'était ma question, c'était la surperformance de la périphérie en zone euro, l'absence de risque souverain et la surperformance d'indices boursiers qui, il y a encore quelques années, étaient écrasés sous des primes de risque politiques, structurelles, impressionnantes. Il y a un fait qui est indéniable aujourd'hui, que ces marchés sont pas chers. Et donc, je sais... tout le monde dira, oui, mais le CAC 7004, non, il n'est pas cher. Il y a le prix et la valeur, il faut toujours l'expliquer. Voilà. En termes de prix, on est au plus haut. En termes de valo, on n'est pas au plus haut. 12,8 en termes de multiples sur les PE, telle marge avec une croissance bénéficiaire attendue. Et vous avez ces multiples qui sont relativement... Que soient d'ailleurs les indicateurs, si vous prenez EV sur EBITDA, que vous prenez PE, même au sens de Shiller aussi, si vous voulez intégrer un peu la cyclicité, tous ces marchés sont quelque part au plus bas, en tout cas dans la moyenne basse. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de dire, de ne pas justifier la hausse des marchés, parce qu'il y a des raisons qui sont objectives aujourd'hui, et notamment lorsqu'on compare à certains marchés comme le marché américain qui se paye 18 fois, avec une croissance attendue des bénéfices qui est proche de zéro, et la concurrence notamment du taux sans risque qui est plutôt défavorable. Donc, cette surperformance, ce rattrapage quasiment historique, puisque c'est en tout cas... Sur les marchés européens, c'est 12 mois de surperformance nette et claire, quels que soient les indices américains que vous mettez en face, même le MSCI World. Donc, ça s'explique par cette volonté, déjà, dans un premier temps, de réallocation, parce que tout le monde était en dehors de l'Europe pour des raisons évidentes, politiques, géopolitiques, voilà, qui expliquait pourquoi on avait ce désamour. Aujourd'hui, tout le monde se réalloue. Il y a des phénomènes de carry qui sont aussi, donc carry trade, donc c'est les mouvements qu'on a sur les devises qui expliquent aussi cette réallocation qui bénéficie aussi quelque part sur l'euro. Voilà, c'est un mouvement qui est tout à fait logique. La question, c'est cet écart de valorisation qui était devenu historique, on l'a compensé en grande partie. Avec qui ? Avec notamment les marchés américains, puisque historiquement... Ouais. On a 30% quand même d'écart de... Oui, mais d'accord, on est 35, oui. On est monté à 40, quasiment. 40, ouais, voilà. Bon. Donc, oui, mais 30%, ça reste large. Donc, vous mettez de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement, si on considère que, toute chose égale par ailleurs, que les marchés européens doivent se normaliser, ça laisse potentiellement encore au moins 10% d'appréciation sur les marchés européens. Et ça, c'est une probabilité importante. Enfin, le risque pour les marchés européens, après le run d'anthologie qu'on a connu ces derniers mois, le risque, il est toujours à la hausse. Le risque à la hausse est toujours plus important qu'un risque à la baisse. Les deux poids morts de l'indice depuis le début de l'année, ce sont les deux poids lourds de l'indice. Donc on y arrive, pourquoi ? Parce qu'on a énormément de valeurs aujourd'hui qui se payent moins de 10 fois les bénéfices. Je peux vous en trouver une vingtaine de qualités. On a vu, parler de Volkswagen, ce qui se passe sur Volkswagen, un PE de 4, un dividende de 6,5. Les chiffres qu'ils ont annoncés, comment voulez-vous qu'un investisseur, à un moment donné, ne s'intéresse pas à ce genre de dossier ? Je peux citer des Saint-Gobain, des Michelin qui se payent 9 fois, 10 fois les bénéfices. Donc, il y a de la matière aujourd'hui, il y a 80% de la cote aujourd'hui, alors en nombre de titres, pas en capitalisation boursière, qui sont aujourd'hui sur des niveaux extrêmement attractifs, avec des profils de croissance qui sont relativement robustes. Donc, tout naturellement, je dirais, même si ces valeurs de gros poids d'indice ne bougent plus tellement, par mécanisme de flux, finalement, on va avoir effectivement potentiellement, alors bien sûr, on peut avoir des accidents, mais en tout cas, le potentiel, c'est à peu près de cette nature. Eric ?
D'accord. Oui, tant que vous aurez la force de la demande qui est là, il n'y a pas de raison. En plus, vous maintenez vos marges, les marges sont toujours fortes, vous arrivez à vendre toujours parce que la demande est là. En fait, c'est surveiller la demande. Le scénario, c'est est-ce que d'ici quelques mois, 6-8 mois, on va vraiment avoir le choc d'un brutal ou pas? Si on ne l'a pas, si on l'a pas, donc on continue comme ça. Et si on l'a, de toute façon, là, vous aurez les banquiers centraux qui là feront rétro action. Et dans les deux cas, vous gagnez de toute façon. La seule chose que je touche pas, c'est que tous les mois vous me posez la question, c'est les obligations pour une raison souveraine. Ouais. Ouais. Ah ouais. Même. On n'a pas encore trouvé l'équilibre. Bien vous en a pris quand on voit les mouvements des derniers jours encore en Europe. Parce qu'on n'a toujours pas trouvé le taux d'équilibre des taux. Quand on trouvera le taux d'équilibre, oui. Alors là, il faudrait être très rapide parce que en fonction des deux scénarios, soit il faudra tout de suite se positionner parce qu'on fera machine arrière sur les taux courts, ou ça deviendra un substitut aux actions parce que vous avez une rémunération de votre épargne aujourd'hui correcte. On est encore dans une séquence qui peut profiter au marché actions et notamment au marché actions européen, Jeanne, parce que dans l'ensemble des marchés, il y a parfois des messages un peu contradictoires. Et on parlait de l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis, voilà, le playbook traditionnel de la récession qui semble se mettre en place dans les marchés obligataires. Pour les marchés actions, il semble qu'on n'en soit pas encore à cette histoire-là. C'est vrai qu'il y a une dynamique et un momentum qui est très favorable. Néanmoins, moi, je mettrais quand même une réserve. Si on pense qu'à un moment ou à un autre, les effets des resserrements vont vraiment ralentir l'activité, ça va fortement impacter les États-Unis et l'Europe. Je ne dis pas plus, peut-être un peu plus d'ailleurs l'Europe, mais en tout cas, ça va impacter fortement. Mais ce qui m'intéresse dans la différence, c'est beaucoup la tech, parce qu'en fait, la tech, qui est un très gros poids aux États-Unis, a été extrêmement sensible négativement à la remontée des taux. Or, nous n'avons que très peu de tech. Nous avons beaucoup d'armement, ce qui était bien en période Covid, enfin post-Covid, pardon, et post-invasion de l'Ukraine. Donc ça, ce sont Mais la tech, on n'en a pas beaucoup. Non, mais on a des valeurs sensibles au taux. On avait des valeurs aussi chèrement valorisées. Mais les valeurs que nous avons en termes en poids, les financières, elles sont favorisées par la hausse des taux, et on en a beaucoup, et on n'a pas beaucoup de tech qui, aux États-Unis, a été très pénalisée. Alors, si effectivement on finit par avoir des attentes de récession qui se mettent en place, on va voir une rebaisse des taux longs. Et à ce moment-là, on risque de voir un rattrapage des valeurs tech et de croissance, et qu'on n'aura pas forcément. Du coup, on est un tout petit peu plus réservé sur le concept d'une poursuite du rattrapage. On serait plutôt sur une position neutre, parce que c'est vrai que le rallye a été remarquable. On est tout à fait d'accord là-dessus, parce qu'effectivement, le Nasdaq, c'est moins 33 l'année dernière. Il y a des acteurs aujourd'hui de qualité, les GAFA... Alphabet, ça se paye 18 fois, Microsoft 23. Donc on a des points d'entrée. Effectivement, c'est ce qu'on a perçu un petit peu hier. C'est-à-dire que dans un marché normal, quelque part, avec le discours de Powell, on aurait dû avoir du moins 4, moins 5 sur ce type de valeur. Ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc on voit bien qu'on arrive effectivement sur les valeurs technologiques de qualité. Alors après, celles qui ne gagnent pas d'argent, ça sera plus compliqué parce qu'il va falloir se surfinancer dans des conditions extrêmement difficiles. Mais effectivement, sur le marché américain, c'est là où il va falloir être extrêmement prudent. On l'a vu, les cycliques avaient bien performé l'année dernière. Donc il faut être peut-être effectivement... On aura peut-être un marché avec deux thématiques peut-être différentes. Peut-être plus cyclique, value en Europe, et sur les valeurs américaines, peut-être un biais plus croissance. Et nous, on est, dans nos allocations, on est plutôt dans cet objectif-là. On n'est pas en train de réduire les États-Unis, au contraire même, mais on voit effectivement des poches d'appréciation dans ce scénario-là qui pourraient être en avance, notamment sur l'Europe. C'est blend, je crois, le mot qui convient. Non, mais blend, mais de manière géographique. Si vous voulez, des fois, on fait blend sur une zone. Style ou d'accord. Voilà, okay. On n'est pas tout à fait dans le même cycle avec les États-Unis, et donc la pertinence, ça serait d'être effectivement peut-être plus cyclique en Europe, jouer ces effets un peu de bonnes surprises qu'on a eu, parce que globalement, on a des bonnes surprises en Europe, et un effet plutôt contrariant aux États-Unis avec de la croissance et des techs. Un mot de la Chine pour finir, Jeanne, sur les annonces, alors les objectifs économiques, il y a des réorganisations internes un peu partout, nouveau Premier ministre bien sûr, mais pas que. Moi je trouve qu'il y avait une crainte, d'ailleurs dont on avait parlé la dernière fois si je me souviens bien,
d'aucuns évoquaient la crainte que la réouverture chinoise se fasse un peu à l'instar de nos réouvertures, c'est-à-dire qu'elle soit très inflationniste localement, avec des répercussions pour le reste du monde. Bon, moi, c'est un scénario sur lequel que je considère comme un scénario mineur, pas le scénario principal. Néanmoins, ce qui est intéressant dans les objectifs qui ont été annoncés, c'est que ce sont des objectifs qui visent une croissance et surtout pas d'emballement. Donc, je trouve qu'il y a très peu de soutien. Alors, ils ont confirmé le plan de soutien à l'immobilier, etc. Mais il n'y a pas de volonté de venir ajouter. Donc, je pense qu'il y a Il n'y a pas d'extra, quoi. Il n'y a pas d'extra, surtout pour les consommateurs, etc. Et je pense que c'est en grande partie lié au fait qu'ils veulent à tout prix éviter les réouvertures comme on les a eues, c'est-à-dire qui sont des surchauffes, en fait. Donc, non, plutôt favorable. On parlait des évolutions d'entreprises. Alors qu'on regarde États-Unis, Europe, si vous regardez à 12 mois, les consensus sont plus ou moins zéro. Pas grand-chose. En Chine, le consensus est à plus 15. Donc, ça laisse un endroit où on a de la vraie croissance. Et si on n'a pas peur d'un scénario d'inflation, le marché n'est pas très cher. Et la seule dynamique bénéficiaire, là, va pouvoir permettre aux actions chinoises de redémarrer un peu, parce qu'il y a eu le mouvement violent, mouvement très violent de rattrapage, ou de normalisation, et puis ça retrace depuis. C'est normal, ça retrace un peu. Après, en tendance, 15% de hausse des bénéfices, si on n'attend pas de tension sur les taux liés à l'inflation, c'est un environnement qu'on aime bien en général. Bon, Eric, le moteur chinois qui redémarre sans en faire trop, c'est toujours pas. Ah oui, sans en faire trop, c'est très bien. Ouais, c'est d'un point de vue macroéconomique, c'est une étoile, c'est une case tout parfaite qu'on peut cocher. La politique d'offre, c'est bon pour nous. Pas d'inflation, peu. Donc c'est très bien. Après, en tant que marché, je touche toujours pas. Trop. Ah ouais. Non. Politique, oui, puis il y a l'Europe, trop d'intérêt politique. Et puis pour une fois, quand on a des marchés intéressants chez nous, non, je touche surtout pas la Chine. Un marché émergent. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que... Un nouveau marché. C'est vrai qu'on a des volatilités, des fois, qui ressemblent un peu au marché chinois. Au Royaume-Uni, mais c'est plus l'Europe. Ouais. plus globalement, c'est vrai que là, on voit quand même quelque chose qui est extrêmement bénéfique, c'est que le Chinois voyage. Et ça, c'est quand même... C'est vrai ou pas? Il y a des chiffres qui le montrent quand même, parce que tout le monde me dit ça, on me dit ça y est, je vois des Chinois partout. Non, mais je laisserai regarder. C'est quoi? C'est les trafics? Le IATA. Donc, on a un trafic... Alors déjà, dans la Chine mainland, on a un trafic qui est revenu sur un niveau supérieur à 2019. Et même maintenant à l'international, je crois que le mois dernier, c'était quasiment... Alors, on part de bas, bien sûr, mais on était quasiment à 40 ou 50% de hausse. Oui, vous demandez par exemple à Air France, ils sont en train de réouvrir sur toutes les lignes aujourd'hui, sur Shanghai, sur Pékin, donc toutes les lignes aujourd'hui. Parce que c'est ça, il y a une offre qui se fait rattraper par la demande. Là, le prix des billets est délirant visiblement. Et là, par exemple, en termes de prix payés en janvier, on est sur des records aussi sur des billets. Donc oui, il y a une vraie dynamique qui se met en place. Toutes les compagnies aujourd'hui sont en train de se remettre sur des niveaux d'avant 2019, voire au-delà. Donc ça montre vraiment quelque chose de fort. Et de toute façon, vous sortez, vous allez devant le LVMH, à côté. Vous voyez la queue. Je pense que pour les auditeurs et téléspectateurs, il y a juste à peu près, je pense, 1 heure ou 2 heures d'attente devant le LVMH. Et je pense effectivement que cette clientèle est en train de revenir. Et toutes les sociétés le disent aujourd'hui, notamment dans le secteur du luxe. Merci à vous trois. Bien pour le tourisme français. Ah bien sûr, oui, bien sûr, 10% de l'activité, bien sûr, 14% en Italie, 10% en Espagne, et c'est l'Europe, le sweet spot européen. Merci beaucoup, merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Jeanne Asraf-Biton, BFTIM, Éric Venet, Montbleu Finance et Frédéric Rosier, Mirabeau.